Madame, je crois que votre mari... » La voix a tremblé au téléphone. « S'il vous plaît, venez maintenant, avant que quelqu'un ne voie. » Une semaine après les funérailles de mon mari, le gardien du domaine m'a appelé. Sa voix était blanche, comme s'il avait vu un fantôme. « Madame Dubreuil, il y a quelque chose ici que vous devez voir. C'est urgent. » J'ai demandé ce que c'était. Il a bégayé. « Votre mari. » J'ai raccroché et je suis partie immédiatement. Je m'appelle Lorenza Dubreuil. J'ai 70 ans aujourd'hui et voici l'histoire que j'ai gardée pour moi bien trop longtemps. Quand j'ai ouvert la porte de son bureau privé dans le domaine, mes jambes ont failli me trahir. Parce que là, devant moi, se trouvait le coffre-fort qu'il avait toujours gardé fermé pendant plus de 20 ans. Ouvert. À l'intérieur, des documents. Tous signés la semaine précédant sa mort. Et au-dessus, une enveloppe scellée portant mon nom, écrit de sa main tremblante, à n'ouvrir qu'en mon absence. Le gardien était derrière moi, les mains croisées, le regard fuyant. Il murmurait des excuses que je n'entendais plus. Je me suis avancée lentement. Mes doigts ont effleuré l'enveloppe. Elle était épaisse, lourde de secrets. Pendant 23 ans, j'avais été sa femme. J'avais cru tout connaître de lui. Ses habitudes, ses silences, ses petites manies du matin. Mais ce coffre, il ne m'en avait jamais parlé. Jamais. Je me souviens encore du jour où nous l'avons acheté. C'était au début de notre mariage. Nous venions d'emménager dans cette maison bourgeoise aux volets bleus, près du parc Monceau. Une belle demeure avec des plafonds hauts, des moulures dorées et ce petit bureau au fond du couloir, son refuge. Il avait installé le coffre un samedi matin, sans rien dire. Quand je lui ai demandé pourquoi, il a souri doucement. Pour protéger ce qui compte, Lorenza. Je n'ai pas insisté. À l'époque, j'étais une jeune femme amoureuse. Je croyais que l'amour se conjuguait avec la confiance aveugle. Mais ce matin-là, devant ce coffre ouvert, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Ce n'était pas de la colère, pas encore. C'était quelque chose de plus froid, de plus profond, une intuition, celle que tout ce que j'avais cru bâtir avec lui reposait peut-être sur du sable. J'ai ouvert l'enveloppe. La première page était une lettre, écrite de sa main 3 jours avant l'accident. Elle commençait ainsi. « Lorenza, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Et c'est aussi bien ainsi. Car ce que tu vas découvrir, je n'aurais jamais eu le courage de te le dire en face. » Mes mains tremblaient. Le gardien a toussé derrière moi. « Madame, souhaitez-vous que je vous laisse ?» Je n'ai pas répondu. Je n'arrivais plus à détacher mes yeux de cette écriture que j'avais aimée sur des cartes d'anniversaire, sur des mots doux glissés dans ma poche. Maintenant, elle ressemblait à celle d'un étranger. J'ai continué à lire, et ce que j'ai découvert ce jour-là a tout changé. Parce que derrière l'homme que j'avais épousé, derrière le père que mes enfants avaient aimé, se cachait quelqu'un que je n'avais jamais vraiment connu. Et cette vérité, elle m'attendait depuis plus de 20 ans, enfermée dans un coffre. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. J'ai replié la lettre. Mes doigts tremblaient tellement que j'ai dû m'asseoir sur le fauteuil de cuir, celui où il passait ses soirées, un verre de cognac à la main, à lire ses journaux financiers. Le gardien est sorti discrètement. J'ai entendu la porte se refermer avec un claquement doux. J'étais seule avec les fantômes d'une vie que je croyais connaître. Pour comprendre ce que j'ai ressenti ce jour-là, il faut que je vous ramène en arrière, à l'époque où tout était encore beau, avant les fissures, avant les silences. J'ai rencontré Philippe Dubreuil en 1978. J'avais 24 ans, lui 32. C'était lors d'un gala de charité organisé par la mairie du 6e arrondissement. Je portais une robe crème que ma mère avait cousue pour l'occasion. Rien de luxueux, nous n'avions pas beaucoup d'argent, mais j'étais fière. Philippe est arrivé tard, en costume sombre, l'air sérieux mais élégant. Il avait ce regard, ce regard qui donnait l'impression qu'il voyait tout, qu'il comprenait tout. Il m'a invité à danser, et quand il m'a pris la main, j'ai senti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Une certitude, celle que cet homme allait changer ma vie. Il était notaire, issu d'une famille bourgeoise du 7e arrondissement. Son père avait fondé l'étude Dubreuil & Associés, une institution respectée dans tout Paris. Philippe était l'aîné, celui sur qui reposait l'héritage familial. Mais avec moi, il était différent. Il riait, il m'emmenait au cinéma voir des films italiens. Il m'offrait des livres de poésie qu'il annotait avec des petits mots dans les marges. Pour Lorenza, qui voit le monde avec des yeux que je ne possède pas,
Je les ai tous gardés. Ils sont encore là, dans la bibliothèque, avec leur couverture jaunie par le temps. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard, dans l'église Saint-Sulpice. Ma mère pleurait. Mon père, ému, m'a conduite à l'hôtel en murmurant « Tu as trouvé un homme bien, Lorenza. Ne le laisse jamais partir. » Je ne l'ai jamais laissé partir. C'est lui qui est parti. Mais pas comme on l'imagine. Les premières années ont été douces. Nous avons emménagé dans cette maison près du parc Monceau. Philippe travaillait beaucoup, mais il rentrait toujours pour dîner. Nous parlions de tout, de politique, de livres, de nos rêves d'avenir. Il voulait 3 enfants, moi aussi. Nous en avons eu 2, Mathilde, puis Aurélien. Philippe était un père présent. Il lisait des histoires le soir, il les emmenait au parc le dimanche. Il avait ce don pour les faire rire, même quand il était fatigué. Je me souviens d'un soir d'été, nous étions tous les 4 sur la terrasse. Mathilde avait 7 ans, Aurélien 5. Philippe leur racontait une histoire inventée sur un chevalier qui combattait des dragons invisibles. Ils riaient tellement que j'ai dû les calmer pour qu'ils puissent aller se coucher. Philippe m'a regardé ce soir-là, par-dessus la table, et il a dit « Tu sais, Lorenza, je n'aurais jamais imaginé être aussi heureux. » J'ai souri, parce que moi non plus, je n'aurais jamais imaginé cela. Mais j'aurais dû me méfier, parce que le bonheur parfait n'existe pas. La première fissure est apparue 1 an plus tard. C'était un détail, un tout petit détail. Philippe avait commencé à rentrer plus tard. Pas beaucoup, 1 heure, parfois 2. Il disait que l'étude avait de nouveaux clients, que les dossiers s'accumulaient. Je le croyais. Pourquoi aurais-je douté? Mais un soir, en rangeant sa veste, j'ai senti une odeur. Ce n'était pas son parfum habituel. C'était quelque chose de plus doux, de plus floral. J'ai ouvert la poche intérieure. Il y avait un ticket de restaurant, un endroit chic, près de l'opéra. La date correspondait à une soirée où il m'avait dit travailler tard. Mon cœur s'est serré, mais je n'ai rien dit, parce que j'avais peur. Peur de briser l'équilibre fragile de notre bonheur. Alors j'ai fait ce que font beaucoup de femmes dans ces moments-là. J'ai enterré le doute. Je me suis dit que j'imaginais des choses, que j'étais fatiguée, que c'était sûrement un déjeuner d'affaires. Je me suis convaincue que tout allait bien, parce que parfois, il est plus facile de mentir à soi-même que d'affronter la vérité. Mais ce matin-là, devant ce coffre ouvert, je savais que ce petit doute d'il y a 20 ans n'était pas un mensonge, c'était un avertissement. Et je ne l'avais pas écouté. J'ai repris la lettre entre mes mains. Les mots dansaient devant mes yeux. Je n'arrivais plus à me concentrer. Mon regard revenait sans cesse à cette phrase. « Ce que tu vas découvrir, je n'aurais jamais eu le courage de te le dire en face. » Le courage. Il avait eu le courage de mentir pendant des années, de partager mon lit, de m'embrasser le matin, de me dire « je t'aime » en me regardant dans les yeux. Mais pas celui de me dire la vérité. J'ai fermé les yeux et tout est revenu. Tous ces petits moments que j'avais choisi d'ignorer, tous ces signes que j'avais balayés d'un revers de main en me disant que j'étais trop sensible, trop méfiante, parce que c'est cela, le pire dans la trahison. Ce n'est pas qu'elle arrive brutalement, c'est qu'elle s'installe lentement, qu'elle vous laisse des indices et que vous choisissez de ne pas les voir. Après cet épisode du ticket de restaurant, j'avais essayé de me convaincre que tout était normal. Philippe continuait à rentrer tard, mais il m'apportait des fleurs, il me complimentait sur mes robes, il embrassait les enfants avant de partir le matin. Tout semblait en place, sauf que quelque chose avait changé. Ce n'était pas visible, pas évident, mais je le sentais. C'était dans sa manière de me regarder, ou plutôt de ne plus me regarder vraiment. C'était dans ses silences, de plus en plus longs pendant nos dîners. C'était dans la façon dont il s'attardait au bureau, même le samedi, alors que les enfants l'attendaient pour aller au parc. Un soir, j'ai osé lui poser la question. Nous venions de coucher Mathilde et Aurélien. Philippe était dans son bureau, assis à son grand bureau en acajou, penché sur des dossiers. Je suis entrée doucement, avec 2 tasses de thé. Philippe, il a levé les yeux, distrait. « Oui ?» J'ai hésité. Mon cœur battait trop fort. « Est-ce que tout va bien ?» Il a froncé les sourcils. « Bien sûr. Pourquoi cette question ?»« Je ne sais pas. Tu sembles ailleurs. » Il a posé son stylo. Il m'a souri. Ce sourire doux, patient, qu'il utilisait quand il voulait me rassurer. « Lorenza, je suis juste fatiguée. L'étude traverse une période difficile. Mais tout va bien, je te le promets. » Il s'est levé. Il m'a pris dans ses bras. Et moi, comme une idiote, je l'ai cru. Parce que j'avais besoin de le croire. Quelques semaines plus tard, un autre détail. C'était un dimanche après-midi. Philippe était parti acheter du pain. Il avait pris sa voiture, alors que la boulangerie était à 5 minutes à pied.
Il est rentré 1 heure plus tard. Désolé, il y avait beaucoup de monde, a-t-il dit en posant les baguettes sur la table. Mais elles étaient froides, comme si elles avaient été achetées depuis longtemps. J'ai regardé ses mains. Elles tremblaient légèrement. Philippe, où étais-tu vraiment? Il a eu un mouvement de recul, presque imperceptible. Je viens de te le dire, Lorenza, à la boulangerie. Pendant 1 heure, j'ai croisé un client. Nous avons discuté quelques minutes. Sa voix était ferme, trop ferme. J'ai baissé les yeux. D'accord, mais je savais qu'il mentait. C'est étrange, cette sensation. Quand on sait que quelqu'un ment, mais qu'on ne peut pas le prouver, on se retrouve prise dans une sorte de brouillard. On doute de soi. On se demande si on n'est pas en train de devenir folle. J'ai commencé à observer Philippe autrement. Je notais ses retards, ses absences inexpliquées, ses coups de téléphone qu'il prenait dans le jardin en baissant la voix. Une fois, je suis descendue en pleine nuit pour boire de l'eau. La lumière du bureau était allumée. J'ai entrouvert la porte. Philippe était au téléphone, le dos tourné. Il parlait tout bas. Je sais, mais c'est compliqué en ce moment. Il faut que tu sois patiente. Un silence. Oui, moi aussi. Mon sang s'est glacé. J'ai refermé la porte sans bruit. Je suis remontée dans notre chambre. Je me suis glissée sous les draps, le cœur battant. Quand Philippe est revenu se coucher, 1/2 heure plus tard, il s'est allongé sans un mot. Je faisais semblant de dormir, mais je ne dormais pas. Je ne dormais plus vraiment depuis des mois. Les enfants, eux, ne voyaient rien. Mathilde avait 10 ans. Aurélien, 8. Ils vivaient dans leur monde d'enfants. L'école, les devoirs, les jeux dans le jardin. Philippe continuait à jouer son rôle de père parfait. Il allait au spectacle de l'école. Il aidait Aurélien avec ses leçons de mathématiques. Il emmenait Mathilde au musée le samedi matin. Mais avec moi, il était devenu un étranger. Il me parlait poliment. Il m'embrassait machinalement sur la joue avant de partir. Il me demandait comment s'était passée ma journée sans vraiment écouter la réponse. Nous étions devenus 2 colocataires sous le même toit. Et le pire, c'est que personne autour de nous ne le voyait. Ma mère me téléphonait souvent. « Alors, ma chérie, comment va Philippe ?»« Très bien, maman. Et les enfants? Ils vont bien aussi? Tu as de la chance, tu sais. Un mari comme lui ?» Je souriais au téléphone. Parce que c'est ce qu'on fait, n'est-ce pas? On sourit. On dit que tout va bien. On garde les apparences. Même quand, à l'intérieur, on se sent mourir un peu chaque jour. Un soir, j'ai fouillé son bureau. Je ne suis pas fière de l'avoir fait. Mais j'étais désespérée. J'ai attendu qu'il parte en voyage d'affaires. Il partait de plus en plus souvent, à Lyon, à Bordeaux, parfois à Genève. J'ai ouvert les tiroirs. J'ai regardé dans les dossiers. Dans les poches de ses vestes accrochées dans le placard. Je ne savais même pas ce que je cherchais. Une preuve, un nom, une adresse, quelque chose qui expliquerait cette distance, ce vide entre nous. Mais je n'ai rien trouvé. Philippe était trop prudent, trop méticuleux. Tout était en ordre, parfaitement en ordre. Alors j'ai commencé à me convaincre que j'imaginais tout, que j'étais paranoïaque, que le problème venait de moi. Peut-être que je n'étais plus assez intéressante. Peut-être que j'étais devenue ennuyeuse, prévisible. Peut-être que Philippe avait simplement arrêté de m'aimer. Et si c'était le cas, qu'est-ce que je pouvais y faire? J'ai essayé de me transformer. Je me suis mise à faire attention à mon apparence. J'achetais de nouvelles robes. Je me maquillais davantage. Je souriais plus. Je cuisinais ses plats préférés. Je lui proposais d'aller au théâtre, au cinéma. Mais Philippe restait distant. Poli, mais distant. Comme si j'étais devenue invisible. Un jour, Mathilde m'a demandé « Maman, pourquoi papa ne rit plus comme avant? J'étais en train de préparer le dîner. J'ai failli lâcher le couteau. Qu'est-ce que tu veux dire, ma chérie ?» Elle a haussé les épaules. Je ne sais pas. Avant, il rigolait tout le temps. Maintenant, il a l'air triste. J'ai avalé ma salive. Ton papa travaille beaucoup, c'est tout. Elle m'a regardé avec ces yeux sérieux qu'ont parfois les enfants. Tu crois qu'il nous aime encore? Mon cœur s'est brisé. Bien sûr qu'il nous aime, ma chérie. Ne dis jamais ça. Mais au fond de moi, je me posais la même question. Et puis, un jour, j'ai arrêté de chercher. J'ai arrêté de poser des questions. J'ai arrêté d'espérer des réponses. Je me suis résignée. Je me suis dit que c'était cela, le mariage, que l'amour s'estompait avec le temps, que c'était normal. Je me suis concentrée sur les enfants, sur la maison, sur mes petites routines. Je me suis enfermée dans une vie paisible, prévisible, vide. Et Philippe continuait à vivre sa double vie, sans que je sache vraiment ce qu'il cachait. Mais ce matin-là, devant ce coffre ouvert, tous ces doutes sont revenus. Tous ces signes que j'avais ignorés, tous ces mensonges que j'avais choisi de croire, parce que la vérité était là, sous mes yeux,
depuis le début, et je l'avais laissé m'échapper. J'ai ouvert l'enveloppe à nouveau. J'ai sorti les documents un par un. Le premier était un acte de propriété, un appartement, dans le 11e arrondissement, acheté en 1987, à un nom que je ne connaissais pas, Mathilde Vasseur. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Mathilde Vasseur. J'ai relu ce nom plusieurs fois, comme si, en le lisant encore et encore, il allait finir par avoir un sens, par devenir familier. Mais non, ce nom ne me disait rien. Absolument rien. J'ai retourné le document. C'était un acte de vente, daté du 15 juin 1987. Philippe avait acheté un appartement de 80 mètres carrés dans le 11e arrondissement, rue de la Roquette. Au nom de cette femme, Mathilde Vasseur, mon esprit s'est emballé. Qui était-elle? Une maîtresse? Une amie? Une collègue? Pourquoi Philippe avait-il acheté un appartement pour elle? Et surtout, pourquoi ne m'en avait-il jamais parlé? J'ai sorti le document suivant. C'était un relevé bancaire, un compte que je ne connaissais pas, ouvert en 1986 à la Banque de France. Des virements réguliers, chaque mois, 2000 francs, puis 3000, puis 5000, à partir de 1995, pendant plus de 20 ans. Des dizaines de milliers de francs, puis d'euros, après le passage à la monnaie unique. Tout cet argent, versé sur un compte au nom de Mathilde Vasseur. Ma gorge s'est serrée. J'ai pensé aux années où j'avais fait attention à chaque dépense, où j'avais compté pour pouvoir acheter une nouvelle paire de chaussures aux enfants, où j'avais refusé de partir en vacances parce que Philippe disait que l'étude traversait une période difficile. Et pendant tout ce temps, il versait des milliers d'euros à une inconnue. J'ai continué à fouiller dans les documents. Il y avait des factures d'électricité, de gaz, de téléphone, toutes au nom de Mathilde Vasseur, toutes payées par Philippe, des reçus de magasins, des vêtements, des meubles, des livres, tout ce qu'il fallait pour entretenir une autre vie, une vie parallèle. Et puis, j'ai trouvé une photo. Elle était glissée entre deux pages d'un carnet noir. Une photo ancienne, un peu jaunie. Une femme, jeune, peut-être 30 ans, brune, les cheveux longs, le regard doux. Elle souriait à l'objectif, debout devant une fenêtre. Derrière elle, on voyait des toits de Paris. Au dos de la photo, une date, août 1986, et 2 mots écrits de la main de Philippe, « Ma lumière ». J'ai laissé tomber la photo. Mes mains tremblaient tellement que je n'arrivais plus à tenir quoi que ce soit. Ma lumière. Il l'appelait ma lumière. Et moi, qu'est-ce que j'étais alors? Je me suis levée. J'ai marché jusqu'à la fenêtre du bureau. J'avais besoin d'air, besoin de voir le ciel, les arbres, quelque chose de réel. Mais tout me semblait irréel, comme si ma vie entière n'avait été qu'un décor, une façade, et que derrière cette façade, il y avait eu une autre femme, une femme que Philippe aimait vraiment. J'ai pensé à toutes ces années, au matin où il m'embrassait en partant travailler, au soir où il rentrait tard en disant qu'il avait eu une réunion, au week-end où il disparaissait pour y préparer des dossiers. Est-ce qu'il allait la voir? Est-ce qu'il passait ses après-midi avec elle, dans cet appartement de la rue de la Roquette? Est-ce qu'il lui disait les mêmes mots qu'il me disait à moi? Ou est-ce qu'il lui disait des mots qu'il ne m'avait jamais dit? Je suis retournée vers le bureau. J'ai repris le carnet noir. Je l'ai ouvert. C'était un journal. Les pages étaient couvertes de l'écriture de Philippe. Serrée, nerveuse, j'ai commencé à lire. 15 septembre 1986. Je l'ai revu aujourd'hui. Je ne devrais pas. Je sais que c'est mal. Mais quand je suis avec elle, je me sens vivant. Vraiment vivant. Comme si toutes ces années passées à faire semblant, à jouer un rôle, disparaissaient enfin. 3 octobre 1986. Lorenza m'a demandé pourquoi je rentrais tard. J'ai menti. Encore. Je déteste mentir. Mais que puis-je faire d'autre? Lui dire la vérité? Détruire notre famille? Non, je ne peux pas. Je dois protéger les enfants. Ils ne méritent pas de souffrir à cause de mes erreurs. 12 novembre 1986. Mathilde m'a dit aujourd'hui qu'elle m'aimait. Je ne savais pas quoi répondre, parce que je l'aime aussi. Mais j'aime aussi Lorenza, différemment. Lorenza est ma famille, ma stabilité. Mathilde est tout le reste, la passion, la liberté. Le bonheur que je n'aurais jamais dû chercher ailleurs. J'ai refermé le carnet. Je ne pouvais plus lire. Chaque mot était un coup de poignard. Alors comme ça, il m'aimait. Différemment. J'étais sa famille, sa stabilité. Mais elle était son bonheur. J'ai pleuré. Pour la première fois depuis le début, j'ai pleuré. Pas des larmes de colère,
Pas encore. Des larmes de chagrin, de tristesse profonde, parce que tout ce que j'avais cru vivre avec Philippe n'était qu'une moitié de vie, une vie de façade, pendant que l'autre moitié appartenait à une autre. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, assise par terre, le carnet serré contre ma poitrine. Le gardien a frappé doucement à la porte. « Madame Dubreuil, vous allez bien ?» Je n'ai pas répondu. Comment pouvais-je aller bien? Finalement, je me suis relevée. J'ai essuyé mes larmes. J'ai remis les documents dans le coffre. Tous, sauf un. L'adresse. Rue de la Roquette. Je l'ai glissé dans mon sac. Parce que j'avais besoin de savoir. J'avais besoin de voir cet endroit, de comprendre, de mettre un visage sur cette vie parallèle que Philippe avait menée pendant plus de 20 ans. Et peut-être que j'avais aussi besoin de rencontrer Mathilde Vasseur, cette femme qui avait volé une partie de mon mari, cette femme qui, sans le savoir, avait brisé ma vie. En sortant du domaine, j'ai croisé le gardien. Il m'a regardé avec inquiétude. « Madame, si vous avez besoin de quoi que ce soit, merci, mais je vais bien. » Il a hoché la tête, visiblement soulagé. Mais je n'allais pas bien. Et je ne savais pas si j'irais bien à nouveau un jour. Le soir même, j'ai pris ma voiture. Direction le 11e arrondissement, rue de la Roquette. L'immeuble était vieux, mais bien entretenu. Façade en pierre de taille, balcon en fer forgé, une porte cochère bleue. J'ai regardé les noms sur l'interphone. 3e étage gauche, Monsieur Vasseur. Mon cœur s'est arrêté. Elle habitait encore là. J'ai hésité. Devais-je sonner, monter, frapper à sa porte? Que lui dirais-je? Bonjour, je suis la femme de Philippe, celui qui vous entretenait depuis 20 ans. Non, c'était absurde. Alors je suis restée là, debout sur le trottoir, à regarder les fenêtres du 3e étage. Les volets étaient fermés. Peut-être qu'elle n'était pas là, ou peut-être qu'elle savait. Peut-être qu'elle savait que Philippe était mort. Peut-être qu'elle pleurait, elle aussi. Je suis retournée à ma voiture, mais avant de partir, j'ai levé les yeux une dernière fois vers cet immeuble, et j'ai vu quelque chose. Un volet qui s'entrouvrait légèrement. Une silhouette derrière la vitre. Une femme. Elle me regardait. Nos regards se sont croisés. Pendant quelques secondes, interminables. Et puis, le volet s'est refermé. J'ai démarré la voiture. Mes mains tremblaient sur le volant. Parce que je venais de comprendre quelque chose. Cette femme, elle savait qui j'étais. Et moi, désormais, je savais qu'elle existait. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix ce jour-là. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'étais allongée dans mon lit, notre lit, à fixer le plafond. Les ombres des arbres dansaient contre les murs. Tout était silencieux, trop silencieux. J'entendais le tic-tac de l'horloge ancienne dans le couloir. Chaque seconde résonnait comme un reproche. Tic, tu ne savais rien. Tac, tu as fermé les yeux. Tic. Pendant 20 ans, je pensais à cette femme derrière le volet, à son visage que je n'avais pas vraiment vu, juste une silhouette, une présence, mais elle était réelle. Mathilde Vasseur était réelle. Et pendant toutes ces années, pendant que je préparais le dîner, pendant que j'aidais les enfants à faire leurs devoirs, pendant que j'attendais Philippe en me demandant pourquoi il rentrait si tard, elle existait. Dans cet appartement de la rue de la Roquette, attendant, elle aussi. Le lendemain matin, je suis retournée au domaine. J'avais besoin de continuer, de lire le reste, de comprendre jusqu'au bout. Le gardien m'a ouvert avec un air inquiet. « Madame Dubreuil, vous êtes sûre que… » « Oui, laissez-moi s'il vous plaît. » Il a hoché la tête et s'est retiré. Je me suis installée dans le bureau de Philippe. J'ai sorti à nouveau tous les documents du coffre. Cette fois, j'étais déterminée à tout lire. Jusqu'au dernier mot. Le carnet noir contenait des dizaines d'entrées, des années entières de la vie secrète de Philippe. J'ai repris là où je m'étais arrêtée. 8 janvier 1987. Mathilde est enceinte. Elle me l'a annoncé hier. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Comment ai-je pu être aussi irresponsable? Lorenza ne doit jamais savoir. Jamais. Je me suis figée. Enceinte. Le mot est resté suspendu dans l'air. Enceinte. Non. 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 J'ai continué à lire, les mains tremblantes. 22 janvier 1987. Mathilde veut garder l'enfant. Elle dit qu'elle peut l'élever seule, qu'elle ne me demandera rien. Mais comment pourrais-je la laisser faire ça? C'est mon enfant aussi. J'ai acheté l'appartement de la rue de la Roquette. C'est le minimum que je puisse faire. 15 avril 1987. Mathilde a accouché aujourd'hui. Une petite fille. Elle l'a appelée Léa. Je suis allée la voir à la maternité. Quand j'ai tenu Léa dans mes bras, j'ai compris que ma vie ne serait plus jamais la même. Comment vais-je pouvoir vivre avec ce secret? J'ai fermé le carnet.
Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Une fille. Philippe avait eu une fille, avec une autre femme. Pendant tout ce temps, pendant que Mathilde et Aurélien grandissaient sous notre toit, il avait une autre fille. Une fille qu'il voyait en cachette, qu'il aimait en silence. Une fille qui portait son nom, ou celui de sa mère. J'ai cherché dans les documents. J'ai trouvé un certificat de naissance, daté du 15 avril 1987. Léa Vasseur, fille de Mathilde Vasseur, père, non déclaré. Alors comme ça, il n'avait même pas osé la reconnaître officiellement. Il l'avait laissée grandir sans son nom. Mais il l'entretenait. Il payait tout. L'appartement, les factures, l'école, les vêtements. Il était là, sans vraiment être là. J'ai continué à fouiller. Il y avait des photos, des dizaines de photos, cachées dans une enveloppe Kraft au fond du coffre. Des photos de Léa, bébé dans les bras de Mathilde, petite fille devant un sapin de Noël, adolescente avec un appareil dentaire et un sourire timide, jeune femme, diplômée, en toge universitaire. Philippe avait tout gardé, chaque étape de sa vie, chaque moment important, comme s'il voulait être présent, même à distance. J'ai regardé ces photos longuement. Léa ressemblait à Philippe, les mêmes yeux clairs, le même nez droit, le même sourire en coin. Elle ressemblait aussi à Aurélien. Mon Dieu, elle ressemblait à mon fils, parce qu'ils étaient demi-frères et demi-sœurs, et ils ne le savaient pas. Une vague de nausée m'a submergée. Je me suis levée précipitamment. Je suis sortie du bureau. J'ai couru jusqu'aux toilettes. J'ai vomi, encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien dans mon estomac. Quand je suis revenue dans le bureau, le gardien était là, debout près de la porte, l'air inquiet. « Madame, je peux appeler quelqu'un? Vos enfants? Votre médecin? » « Non. » Ma voix était rauque. « Non, merci. Laissez-moi seule. » Il a hésité, puis il est parti. Je me suis rassise. J'ai repris le carnet. Il fallait que je sache, jusqu'au bout. 12 septembre 1995. Léa a 8 ans aujourd'hui. Je lui ai acheté un vélo. Mathilde m'a envoyé une photo. Elle sourit. Elle a perdu ses 2 dents de devant. Je voudrais être là pour la voir grandir. Mais je ne peux pas. Lorenza ne comprendrait jamais. 3 juin 2001. Léa entre au collège. Elle est première de sa classe. Mathilde dit qu'elle veut devenir médecin. Je suis fière d'elle. Mais ce soir, en rentrant à la maison, Mathilde, ma fille, pas l'autre, m'a montré son bulletin. Elle aussi est première. Elle aussi veut devenir médecin. Comment puis-je être fière de l'une sans trahir l'autre? 18 novembre 2008. Léa a 21 ans. Elle a réussi le concours de médecine. Je suis allée la voir en secret, à la sortie de la faculté. Je voulais juste la voir, la féliciter. Mais je suis restée de loin, parce que je n'ai pas le droit de faire partie de sa vie publiquement. Je suis un lâche. J'ai lu et relu ce passage. Un lâche. C'était la première fois que Philippe se jugeait aussi durement. 5 mars 2015. Mathilde Vasseur est malade. Cancer du sein. Elle a commencé la chimiothérapie. Léa est dévastée. Elle vient de finir son internat. Elle s'occupe de sa mère avec un courage que je n'ai jamais eu. J'ai augmenté les virements. Je paie tous les traitements. C'est le minimum. Mais Mathilde ne veut pas que Léa sache d'où vient l'argent. Elle dit que Léa doit me croire mort. C'est ce qu'elle lui a toujours dit, que son père est mort avant sa naissance. C'est plus simple ainsi. Alors Léa croyait que Philippe était mort. Elle ne savait pas qu'il était vivant, qu'il la regardait de loin, qu'il payait pour elle depuis toujours. 22 août 2018. Mathilde est morte ce matin. Je n'ai pas pu aller à l'enterrement. Comment l'aurais-je pu? Mais je suis allée au cimetière le lendemain. Seule, j'ai posé des roses blanches sur sa tombe. Mathilde était la seule femme qui m'ait vraiment vue, vraiment compris. Et je l'ai abandonnée. Je l'ai laissée mourir seule, sans mon nom, sans ma présence publique. Je mérite tout le mépris du monde. Mathilde Vasseur était morte, il y a 7 ans. Et Philippe avait continué à payer pour Léa, à veiller sur elle, de loin. 10 janvier 2025. Je suis malade. Le médecin dit que c'est le cœur. Je n'en ai plus pour longtemps. J'ai pris une décision. Après ma mort, Lorenza trouvera ce coffre. Elle saura tout. Et elle décidera. Léa a le droit de savoir qu'elle a un père. Ou du moins, qu'elle en avait un. Je laisse à Lorenza le choix de lui dire. Ou de garder le secret pour toujours. C'était la dernière entrée. 10 jours avant sa mort. J'ai refermé le carnet. Mes mains ne tremblaient plus. J'étais vide. Vidée de toute émotion. Philippe m'avait laissé le choix de dire la vérité à Léa, ou de l'enterrer avec lui.
Mais comment pouvais-je prendre cette décision? Comment pouvais-je décider du destin d'une jeune femme que je ne connaissais pas? Une jeune femme qui était, techniquement, la demi-sœur de mes enfants. J'ai repris l'enveloppe Kraft. Au fond, il y avait une dernière chose. Une lettre, adressée à moi. J'ai ouvert l'enveloppe, les mains tremblantes, à nouveau. Ma chère Lorenza, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là, et je sais que tu as découvert mon secret, le plus lourd secret de ma vie. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne mérite pas ton pardon. J'ai menti, j'ai triché, j'ai vécu une double vie pendant plus de 20 ans, et je t'ai fait du mal, à toi qui ne méritais que mon respect et ma loyauté. Mais je veux que tu saches une chose, je t'ai aimé, à ma manière, maladroite, imparfaite, injuste peut-être, mais je t'ai aimé. Tu étais ma famille, ma stabilité, ma maison. Mathilde était autre chose, une passion, une erreur, une responsabilité. Léa est innocente, elle ne sait rien. Elle croit que son père est mort, et peut-être que c'est mieux ainsi. Mais si tu décides de lui dire la vérité, sache que je t'en serai reconnaissant, parce qu'elle a le droit de savoir d'où elle vient, qui elle est vraiment. Je te laisse ce choix, Lorenza, parce que tu es plus forte que moi, plus juste, plus courageuse. Pardon pour tout, Philippe. J'ai plié la lettre, je l'ai remise dans l'enveloppe, et je suis sortie du bureau. Dehors, le ciel était gris. Il allait pleuvoir. J'ai marché jusqu'à ma voiture. Je me suis assise au volant, et j'ai pleuré. Pas de colère, pas de tristesse, juste d'épuisement, parce que Philippe venait de me laisser le poids de sa lâcheté. Il était parti, et moi, je devais décider, dire la vérité ou protéger le mensonge. Je suis rentrée à la maison ce soir-là avec le carnet noir dans mon sac. Je ne sais pas pourquoi je l'avais pris. Peut-être pour avoir une preuve tangible, peut-être pour pouvoir le relire, encore et encore, jusqu'à ce que cela devienne réel. Parce que pour l'instant, tout cela me semblait irréel, comme un cauchemar dont je n'arrivais pas à me réveiller. La maison était silencieuse. Mathilde et Aurélien étaient venus pour le week-end, après les funérailles. Mais ils étaient repartis le lendemain. Ils avaient leur vie, leur travail, leurs obligations. Mathilde était médecin à Lyon, urgentiste. Elle travaillait jour et nuit, comme son père, comme Léa. Cette pensée m'a frappée comme une gifle. Léa était médecin aussi. Mathilde et Léa, 2 filles de Philippe, 2 médecins. L'une, reconnue, aimée publiquement, l'autre, cachée, aimée en secret. Je me suis assise dans le salon. La nuit tombait. Les ombres s'allongeaient sur le parquet. J'ai posé le carnet sur la table basse, et j'ai pensé, que vais-je faire? Philippe m'avait laissé le choix, dire la vérité à Léa, ou garder le silence pour toujours. Mais comment pouvais-je prendre cette décision seule? Est-ce que Mathilde et Aurélien avaient le droit de savoir? Est-ce que je devais leur dire qu'ils avaient une demi-sœur? Ou est-ce que je devais les protéger de cette vérité? J'ai repensé à toutes ces années où j'avais protégé l'image de Philippe. Quand Mathilde me demandait pourquoi papa rentrait si tard, je disais « il travaille beaucoup ». Quand Aurélien disait « papa a l'air triste », je répondais « il est juste fatigué ». J'avais menti pour lui, pour préserver l'illusion d'une famille heureuse. Et maintenant, il me demandait de mentir encore, ou de dire la vérité. Mais quelle vérité? Celle qui détruirait tout ce que mes enfants avaient cru connaître de leur père, celle qui leur apprendrait qu'il avait eu une double vie pendant des décennies, celle qui leur dirait qu'il avait abandonné une autre enfant. Je me suis levée. J'avais besoin de sortir, de marcher, de respirer. Je suis allée au parc Monceau. C'était notre parc, celui où Philippe emmenait les enfants le dimanche matin. Celui où nous nous promenions le soir, main dans la main, quand nous étions encore jeunes. J'ai marché le long des allées. Il faisait froid. L'automne s'installait. Les feuilles tombaient doucement, comme des confettis fanés. Je me suis assise sur un banc, le même banc où Philippe s'asseyait pour lire son journal. Et j'ai pensé à lui, à l'homme qu'il avait été, ou du moins à l'homme que j'avais cru qu'il était. Qui était-il vraiment? Un bon père? Oui, pour Mathilde et Aurélien. Mais pour Léa? Non. Il avait été un fantôme, un homme qui payait de loin, qui regardait de loin, qui aimait de loin. Un bon mari? Non, il m'avait trompé, pendant des années. Mais un monstre? Non plus, parce que dans ses mots, dans son journal, je voyais sa culpabilité, sa souffrance, son déchirement. Philippe avait été humain, imparfait, lâche, mais humain. Et moi, qui étais-je? La femme trompée? Oui. La victime? Peut-être. Mais aussi la femme qui avait fermé les yeux, qui avait choisi de ne pas voir, qui avait préféré le confort du mensonge à la douleur de la vérité,
Parce que j'aurais pu chercher, j'aurais pu insister, j'aurais pu suivre Philippe un soir pour voir où il allait vraiment. Mais je ne l'avais pas fait, parce que j'avais peur, peur de perdre ma famille, peur de briser l'équilibre, peur de me retrouver seule. Alors peut-être que j'étais complice, finalement, complice de son mensonge. Cette pensée m'a fait mal, mais elle était vraie. Je suis rentrée tard ce soir-là. La maison était plongée dans l'obscurité. Je n'avais pas allumé les lumières en partant. J'ai monté les escaliers lentement. Je me suis arrêtée devant la chambre de Mathilde, puis celle d'Aurélien. Les portes étaient fermées, les pièces vides. Mes enfants avaient grandi. Ils étaient partis. Ils avaient leur propre vie. Et maintenant, ils allaient peut-être découvrir qu'ils n'étaient pas les seuls enfants de leur père. J'ai ouvert la porte de ma chambre, notre chambre. Le lit était fait. Tout était en ordre. Mais Philippe n'était plus là. Et il ne reviendrait jamais. Je me suis assise au bord du lit. J'ai regardé sa table de nuit. Ses lunettes de lecture étaient encore là. Son livre, ouvert à la page où il s'était arrêté. Comme s'il allait revenir d'un instant à l'autre. Mais non. Il était parti. Et il m'avait laissé avec ses secrets. J'ai pris mon téléphone. J'ai hésité. Puis j'ai composé le numéro de Mathilde. Elle a répondu à la 3e sonnerie. « Maman, tout va bien ?» Sa voix était inquiète. « Oui, ma chérie. Je voulais juste entendre ta voix. Tu es sûre que ça va? Tu as l'air bizarre. Je vais bien. C'est juste, la maison est vide sans vous. » Un silence. « Tu veux que je vienne ce week-end? » « Non, non. Tu travailles. Je ne veux pas te déranger. »« Maman, tu ne me déranges jamais. » J'ai senti les larmes monter. « Mathilde, est-ce que tu étais heureuse? Enfant, je veux dire. Est-ce que ton père et moi, on a été de bons parents? » Un long silence. « Pourquoi tu me demandes ça? Réponds-moi, s'il te plaît. »« Oui, maman. Vous avez été de merveilleux parents. Papa était... » Elle s'est arrêtée. Sa voix s'est brisée. « Papa était parfait. Parfait. » J'ai fermé les yeux. « Merci, ma chérie. Maman, tu es sûre que ça va? »« Oui, je t'aime. Je t'aime aussi. » J'ai raccroché et j'ai pleuré, parce que je venais de comprendre quelque chose. Je ne pouvais pas leur dire. Je ne pouvais pas détruire l'image qu'ils avaient de leur père. Philippe avait été lâche, mais moi, je ne pouvais pas l'être. Les jours suivants ont été étranges. Je vivais comme dans un brouillard. Je faisais les gestes du quotidien, les courses, le ménage, le jardin. Mais mon esprit était ailleurs. Je pensais à Léa, à cette jeune femme qui ne savait pas qu'elle avait un père, qui croyait qu'il était mort avant sa naissance. J'ai cherché son nom sur Internet. Docteur Léa Vasseur. Elle travaillait à l'hôpital Cochin, service de cardiologie. Ironique, n'est-ce pas? Son père était mort d'une crise cardiaque, et elle soignait les cœurs. J'ai trouvé une photo d'elle sur le site de l'hôpital. Elle avait 38 ans maintenant. Elle portait une blouse blanche. Elle souriait légèrement. Elle ressemblait tellement à Philippe. Les mêmes yeux, le même sourire. Mais elle avait quelque chose en plus. Une douceur, une lumière. Celle de sa mère, peut-être. J'ai regardé cette photo longuement, et j'ai pensé, elle a le droit de savoir. Elle a le droit de connaître son histoire, son origine, sa famille. Mais comment pouvais-je lui dire? Comment pouvais-je me présenter devant elle et lui annoncer « Bonjour, je suis la femme de votre père, celui que vous croyez mort. » Il ne l'était pas. Il vivait avec moi, à quelques kilomètres de vous, pendant toute votre enfance. Non, c'était impossible. Alors j'ai pris une autre décision. Une décision que Philippe aurait détestée. Mais c'était mon choix, maintenant. J'ai écrit une lettre, une longue lettre, à Léa. « Chère Léa, je m'appelle Lorenza Dubreuil. Ce nom ne vous dit probablement rien. Mais j'étais la femme de Philippe Dubreuil. Votre père. Oui, votre père. Celui que vous croyez mort. Il ne l'était pas. Pas avant le 23 octobre dernier. Je sais que cette nouvelle doit être un choc, et je suis désolée de vous l'annoncer ainsi. Mais je pense que vous avez le droit de savoir. Philippe était mon mari. Nous avons été mariés pendant 47 ans. Nous avons eu 2 enfants ensemble, Mathilde et Aurélien. Ils sont vos demi-frères et demi-sœurs. Je ne vais pas vous mentir. Philippe n'a pas été parfait. Loin de là. Il a eu une double vie. Il a menti, il m'a trompé, et il vous a abandonné. Mais il ne vous a jamais oublié. J'ai trouvé, après sa mort, un coffre rempli de documents, de photos, de lettres, tout ce qui concernait votre vie. Depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui, il vous suivait de loin, il payait pour vous, il veillait sur vous à sa manière. Ce n'était pas suffisant, je le sais. Un père doit être présent, un père doit assumer. Philippe ne l'a pas fait, mais je voulais que vous sachiez qu'il vous aimait, à sa façon, imparfaite, lâche, insuffisante peut-être. Mais il vous aimait.
Je vous joins quelques documents, votre acte de naissance, des photos, des extraits de son journal. Vous pourrez constater par vous-même. Je ne vous demande rien. Je ne cherche pas votre pardon, ni votre compréhension. Je voulais juste que vous sachiez, que vous ne soyez plus dans le mensonge, parce que vous méritez la vérité. Si vous souhaitez me rencontrer, mon numéro est en bas de cette lettre. Si vous préférez ne jamais me revoir, je comprendrai. Prenez soin de vous, Léa. Lorenza Dubreuil. J'ai relu la lettre 10 fois, puis je l'ai glissée dans une enveloppe. J'y ai ajouté quelques photos de Léa enfant, des copies du journal de Philippe, l'acte de propriété de l'appartement, et le lendemain matin, je suis allée la poster. En revenant de la poste, je me sentais différente, plus légère, parce que j'avais fait ce que Philippe n'avait jamais osé faire, dire la vérité. Mais en même temps, j'avais peur de la réaction de Léa, peur qu'elle me déteste, peur qu'elle rejette tout, peur d'avoir ouvert une boîte de Pandore. Les jours ont passé, 1 semaine, puis 2, pas de nouvelles. Je me disais, peut-être qu'elle a jeté la lettre, peut-être qu'elle ne veut pas savoir, peut-être qu'elle préfère croire que son père est mort. C'est plus simple, après tout. Et puis, un soir, le téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran. Numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Allô? Un silence, puis une voix, jeune, tremblante. Madame Dubreuil? Mon cœur s'est arrêté. Oui, c'est Léa. Léa Vasseur. J'ai fermé les yeux. Bonjour Léa. Un long silence. J'ai reçu votre lettre. Oui. Je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire. Est-ce que tout cela est vrai? Oui. Un sanglot. Puis un autre. Pourquoi il ne me l'a jamais dit? Sa voix était brisée. Je ne sais pas, Léa. J'ai passé toute ma vie à croire que mon père était mort, que je n'avais pas de père. Et maintenant, vous me dites qu'il était vivant, qu'il était là, tout ce temps? Oui, et qu'il ne voulait pas de moi. Cette phrase m'a déchirée. Non, Léa, ce n'est pas ça. Il voulait de vous, mais il n'a pas eu le courage. Le courage de quoi? De m'aimer? Le courage de tout assumer. Un long silence. Puis elle a dit, d'une voix très douce, « Est-ce que je peux vous voir ?» Mon cœur s'est serré. « Oui, bien sûr. Demain? » Demain. Elle a raccroché. Je suis restée là, le téléphone à la main, tremblante, parce que demain, j'allais rencontrer Léa, la fille cachée de Philippe, la fille que je n'aurais jamais dû connaître, et je ne savais pas ce qui allait se passer. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'étais allongée dans le noir, les yeux grands ouverts, à écouter le silence de la maison. Chaque craquement du parquet me faisait sursauter. Chaque souffle du vent contre les fenêtres résonnait comme un reproche. Demain, j'allais rencontrer Léa, la fille que Philippe avait aimée en secret, la fille qu'il avait abandonnée, la fille qui, d'une certaine manière, m'avait volé une partie de mon mari. Non, ce n'était pas juste de penser cela. Léa n'avait rien volé, elle n'avait rien demandé. C'était Philippe qui avait choisi, Philippe qui avait menti, Philippe qui avait vécu cette double vie. Léa était innocente, tout comme moi. Nous étions toutes les deux des victimes de ses choix. Le matin est arrivé lentement. J'ai pris une douche, je me suis habillée avec soin, une robe simple, grise, élégante, pas trop formelle, pas trop décontractée. Je voulais avoir l'air digne, parce que je représentais quelque chose pour Léa. J'étais la femme de son père, la femme qu'il avait choisie, la femme officielle, celle qui avait eu droit à son nom, à sa présence publique, à sa vie. Nous avions convenu de nous retrouver dans un café près du parc Montsouris, un endroit neutre, calme. J'y suis arrivée en avance. J'ai commandé un thé. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli renverser la tasse. Et puis, je l'ai vue. Elle est entrée dans le café à 11 heures précises, grande, mince, les cheveux bruns attachés en chignon, un manteau beige, un sac en cuir à l'épaule. Elle avait l'air sérieuse, composée, mais je voyais ses mains serrer la bandoulière de son sac. Je voyais ses yeux chercher dans la salle. Elle était nerveuse, comme moi. Nos regards se sont croisés. J'ai levé légèrement la main. Elle a hoché la tête. Elle s'est avancée vers ma table. Madame Dubreuil, sa voix était douce, posée. Oui, bonjour Léa. Asseyez-vous, je vous en prie. Elle s'est assise en face de moi. Nous sommes restées silencieuses un moment. Elle m'observait. Et moi, je l'observais. C'était étrange, parce que je voyais Philippe en elle, dans chaque trait de son visage, ses yeux clairs, son nez droit, la forme de ses lèvres. Mais je voyais aussi sa mère, cette femme que je n'avais jamais rencontrée, cette Mathilde Vasseur qui avait aimé Philippe, elle aussi. « Merci d'avoir accepté de me voir », a-t-elle dit finalement.
C'est normal. Non, ce n'est pas normal. Vous auriez pu ne rien me dire. Gardez le secret. J'ai secoué la tête. Vous aviez le droit de savoir. Elle a baissé les yeux. Toute ma vie, j'ai cru que mon père était mort. Ma mère me disait qu'il était mort dans un accident, avant ma naissance. Je n'ai jamais douté. Pourquoi l'aurais-je fait? Elle a relevé les yeux vers moi. Et puis, j'ai reçu votre lettre. Et tout s'est effondré. Je suis désolée. Vous n'avez pas à être désolée. Vous n'avez rien fait de mal. Un silence. C'est lui qui aurait dû être désolé. Ces mots étaient durs, mais justes. Quand ma mère est morte, il y a 7 ans, j'ai trouvé des choses étranges dans ses affaires. Des relevés bancaires, de l'argent qui arrivait chaque mois depuis toujours. Je ne comprenais pas d'où il venait. Elle a sorti une enveloppe de son sac. J'ai interrogé le notaire. Il m'a dit que c'était un legs d'un bienfaiteur anonyme, que ma mère avait demandé à ce que cela reste confidentiel. Elle a posé l'enveloppe sur la table. Maintenant je sais. Ce n'était pas un bienfaiteur anonyme. C'était mon père. J'ai regardé l'enveloppe sans la toucher. Votre mère, elle voulait vous protéger. Me protéger de quoi? De la vérité? De la douleur. Léa a secoué la tête. La douleur, je l'ai quand même. Sauf qu'elle arrive 38 ans trop tard. Elle avait raison. Le serveur est venu prendre sa commande. Elle a demandé un café. Noir, sans sucre, comme Philippe. Quand le serveur est reparti, elle a repris. Dans votre lettre, vous disiez que j'avais un frère et une sœur. Oui, Mathilde et Aurélien. Est-ce qu'ils savent? Pour moi? J'ai hésité. Non, pas encore. Elle a froncé les sourcils. Vous ne leur avez pas dit? Je ne savais pas comment. Mais vous me l'avez dit? À moi? C'est différent. Pourquoi? J'ai pris une profonde inspiration. Parce que vous aviez le droit de savoir qui était votre père. Mais Mathilde et Aurélien, ils ont le droit de garder l'image qu'ils ont de lui. Léa m'a regardé longuement. Vous les protégez. Oui, mais pas moi. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Léa, non, c'est bon, je comprends. Ils sont vos enfants. Moi, je ne suis rien pour vous. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Elle a détourné le regard. Toute ma vie, j'ai été rien pour quelqu'un. Rien pour mon père, rien pour sa famille. Et maintenant, vous me dites la vérité. Mais vous ne voulez pas que les autres la sachent, parce que je pourrais salir son image. Mon cœur s'est serré. Léa, ce n'est pas ça. Alors c'est quoi? J'ai fermé les yeux. J'ai peur. Elle s'est tue. J'ai peur de leur faire du mal. J'ai peur qu'ils détestent leur père. J'ai peur que cela détruise tout ce qu'ils ont construit. Mathilde et Aurélien ont grandi avec un père présent, aimant. Ils l'admiraient. Et moi, je ne veux pas leur enlever ça. Léa a eu un rire amer. Et moi? Vous m'enlevez quoi à moi? Rien. Vous n'aviez déjà rien. Le silence est retombé entre nous. Lourd, douloureux. Je suis désolée, ai-je murmuré. Arrêtez de vous excuser. Vous n'y êtes pour rien. Elle a pris une gorgée de son café. Ses mains tremblaient légèrement. Est-ce qu'il parlait de moi? Dans son journal? J'ai hoché la tête. Oui, souvent. Qu'est-ce qu'il disait? J'ai hésité. Puis j'ai sorti une copie de quelques pages du journal de Philippe. Je les avais apportées, au cas où. Je les ai posées devant elle. Lisez. Elle a pris les pages. Elle a commencé à lire. Je voyais ses yeux parcourir les lignes. Je voyais son visage se crisper. Ses lèvres trembler. Quand elle a eu fini, elle a replié les pages, lentement. Il dit qu'il m'aimait. Oui, mais pas assez pour m'assumer. Je n'ai rien répondu, parce qu'elle avait raison. Vous savez ce qui est le pire? Elle me regardait à nouveau. Ses yeux étaient rouges, mais elle ne pleurait pas. Le pire, ce n'est pas qu'il m'ait abandonné. Le pire, c'est qu'il ait continué à jouer au père à distance, à payer, à regarder, à garder des photos, comme si cela suffisait. Sa voix s'est brisée, comme si l'argent pouvait remplacer une présence, un regard, un mot. Elle a posé ses mains à plat sur la table. Je suis devenue médecin pour sauver des vies, parce que ma mère me disait toujours « Ton père aurait été fier de toi ». Et moi, comme une idiote, je travaillais pour rendre fier un fantôme, un homme qui n'existait pas. Elle a fermé les yeux. Et maintenant, je découvre qu'il existait, qu'il était là, tout ce temps, qu'il avait une autre famille, une vraie famille. Léa, non, laissez-moi finir. Elle a rouvert les yeux. Ils étaient pleins de larmes, maintenant. Toute ma vie, j'ai cru que je n'étais pas assez bien, que c'était pour ça que je n'avais pas de père, que c'était ma faute, d'une certaine manière. Ça n'a jamais été votre faute. Je sais. Maintenant, je sais. Mais pendant 38 ans, j'ai porté ça, ce vide, cette absence. Les larmes ont commencé à couler. Et lui, il vivait tranquillement, avec vous.
avec ses enfants, dans une belle maison. Elle a essuyé ses larmes d'un geste brusque. Pardon? Je ne voulais pas pleurer. Vous avez le droit. Elle a secoué la tête. Non, je ne veux pas pleurer. Je ne veux pas lui donner ça. Mais les larmes continuaient, et moi, je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai tendu la main. J'ai posé ma main sur la sienne. Elle a sursauté. Puis elle m'a regardée, surprise. Pourquoi vous faites ça? Parce que vous avez raison. Vous avez souffert, et ce n'est pas juste. Elle a retiré sa main doucement. Je ne veux pas de votre pitié. Ce n'est pas de la pitié. Alors quoi? J'ai cherché les mots. De la solidarité. Parce que moi aussi j'ai été trompée. Moi aussi, j'ai vécu avec un mensonge pendant des années. Elle m'a regardé longuement. Mais vous, au moins, vous l'aviez. Vous aviez son nom, sa présence, sa vie. Oui, mais pas son cœur, pas tout son cœur. Un silence. Est-ce que vous le détestez? A-t-elle demandé. J'ai réfléchi. Non, je ne le déteste pas. Pourquoi? Parce que la haine demande trop d'énergie, et que je suis fatiguée. Elle a hoché la tête, lentement. Moi aussi, je suis fatiguée. Nous sommes restées silencieuses un long moment. Autour de nous, le café continuait à vivre. Les gens riaient, commandaient, parlaient. Mais nous étions dans une bulle de douleur partagée. Est-ce que je peux les rencontrer? A-t-elle demandé soudain. Mon cœur s'est arrêté. Qui? Mathilde et Aurélien. Mais mon frère et ma sœur. J'ai avalé ma salive. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent rien, et que je ne sais pas comment ils réagiront. Alors dites-leur, ce n'est pas si simple. Si, c'est simple. Vous leur dites la vérité, comme vous me l'avez dite. J'ai secoué la tête. Léa, j'ai le droit de les connaître. Ce sont mes demi-frères et sœurs. Je sais, mais quoi? Vous avez peur qu'ils me rejettent? Oui, j'avais peur de ça. Écoutez, a-t-elle dit en se penchant vers moi. Je ne veux rien d'eux, je ne veux pas leur argent, je ne veux pas leur héritage. Je veux juste savoir qu'ils existent, les voir, parler avec eux, avoir une famille. Sa voix s'est brisée à nouveau. Toute ma vie, j'ai été seule. Ma mère est morte. Je n'ai pas de famille. Personne. Et maintenant, je découvre que j'ai un frère et une sœur. Comment pouvez-vous me demander de ne pas vouloir les rencontrer? Elle avait raison. Comment pouvais-je lui refuser ça? D'accord. Elle a relevé la tête, surprise. D'accord? Oui, je leur parlerai. Je leur dirai. Et après, ce sera à eux de décider. Elle a fermé les yeux. Un soupir de soulagement lui a échappé. Merci. Nous avons terminé nos boissons en silence. Puis Léa a regardé sa montre. Il faut que j'y aille. J'ai une garde à 14 heures. Bien sûr. Elle s'est levée. Elle a enfilé son manteau. Puis elle s'est tournée vers moi. Madame Dubreuil, appelez-moi Lorenza. Elle a eu un petit sourire. Lorenza, merci. Pour la lettre. Pour aujourd'hui. Pour tout. Prenez soin de vous, Léa. Elle a hoché la tête, et elle est partie. Je suis restée assise un long moment après son départ, à regarder la porte par laquelle elle était sortie, à penser à ce que je venais de promettre. Il fallait que je parle à Mathilde et Aurélien. Il fallait que je leur dise que leur père avait eu une autre fille. Il fallait que je détruise l'image qu'ils avaient de lui. Et je ne savais pas comment j'allais faire. Mais je n'avais plus le choix, parce que Léa avait le droit de connaître sa famille. Et Mathilde et Aurélien, ils avaient le droit de savoir la vérité, même si cette vérité allait tout changer. Le retour à la maison a été interminable. Je conduisais lentement, comme si ralentir pouvait retarder l'inévitable. Mes mains agrippaient le volant. Mon esprit tournait en boucle. Comment allais-je leur dire? Comment allais-je trouver les mots? J'ai garé la voiture dans l'allée. Je suis restée assise un moment à regarder la façade de la maison. Cette maison où nous avions vécu tant d'années. Cette maison où Philippe avait joué son rôle de père parfait, de mari dévoué. Cette maison qui reposait sur un mensonge. Je suis entrée. J'ai posé mon sac. J'ai enlevé mon manteau. Et puis, je me suis assise dans le salon. J'ai pris mon téléphone. Il fallait que je les voie. Les deux. En même temps. Ce n'était pas le genre de choses qu'on annonçait au téléphone. Ou séparément. J'ai composé le numéro de Mathilde. Maman? Bonjour ma chérie. Tu vas bien? Oui. Et toi? Écoute. J'aurais besoin que tu viennes ce week-end. Toi et Aurélien. Un silence. Pourquoi? Il y a un problème? Non. Enfin, il faut que je vous parle. De quelque chose d'important. Sa voix s'est tendue. Maman, tu me fais peur. C'est quoi? Je préfère vous le dire en personne. Tu es malade? Non, non. Je vais bien. C'est juste, c'est à propos de votre père. Un long silence. D'accord. Je serai là samedi matin. Merci. Appelle Aurélien, s'il te plaît. Dis-lui de venir aussi.
Je le fais tout de suite. Elle a raccroché. J'ai reposé le téléphone. Mes mains tremblaient. Samedi. Dans 2 jours. 2 jours pour me préparer à détruire l'image de leur père. Le vendredi soir, je n'ai pas dormi. J'ai tourné en rond dans la maison. J'ai relu le journal de Philippe. J'ai regardé les photos de Léa. J'ai essayé de trouver les mots justes. Mais il n'y a pas de mots justes pour dire une telle chose. Samedi matin, ils sont arrivés. Mathilde d'abord, à 9 heures. Elle avait pris le premier train depuis Lyon. Elle était en jean et pull, les cheveux détachés. Elle avait l'air fatiguée. Maman, elle m'a embrassée. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as inquiétée toute la semaine. Attends qu'Aurélien arrive. Je vous expliquerai. Aurélien est arrivé 1 heure plus tard. Il habitait Bordeaux. Avocat, comme son père l'avait été. Ou plutôt, notaire, comme son père. Il portait un costume, même le week-end. Toujours impeccable, toujours sérieux. Maman, il m'a embrassée aussi. Mathilde m'a dit que c'était urgent. Oui, venez, asseyez-vous. Nous nous sommes installés dans le salon. Mathilde sur le canapé, Aurélien dans le fauteuil, moi, debout, près de la cheminée. Je ne pouvais pas m'asseoir. J'avais trop besoin de bouger. « Qu'est-ce qui se passe, maman ?» a demandé Aurélien. J'ai pris une profonde inspiration. Il y a quelque chose que je dois vous dire, quelque chose que j'ai découvert après la mort de votre père. Il me regardait, inquiet. Votre père avait un secret qu'il a gardé pendant plus de 20 ans. Mathilde a froncé les sourcils. Quel genre de secret? J'ai fermé les yeux. Il avait une autre vie. Silence. Qu'est-ce que tu veux dire? A demandé Aurélien. Il avait une relation avec une autre femme pendant des années. Le silence s'est alourdi. Mathilde a secoué la tête. Non, ce n'est pas possible. Papa n'aurait jamais... Si, ma voix était ferme. Après sa mort, j'ai trouvé un coffre, dans son bureau du domaine. Il contenait des documents, des photos, un journal, tout ce qui prouvait qu'il avait mené une double vie. Aurélien s'est levé. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Votre père était humain, imparfait, et il a fait des erreurs. Mathilde s'est levée aussi. Tu es en train de nous dire que papa te trompait? Oui. Elle a reculé, comme si je l'avais frappée. Depuis quand? Depuis 1986. Aurélien a pâli. 1986? Mais c'est avant ma naissance. Oui. Mathilde a porté sa main à sa bouche. Pendant toute notre enfance? Oui. Elle s'est assise brusquement. Mon Dieu! Aurélien me regardait, les yeux écarquillés. Qui était-elle? J'ai avalé ma salive. Elle s'appelait Mathilde. Mathilde Vasseur. Mathilde a relevé la tête. Elle portait le même prénom que moi? J'ai hoché la tête. C'est dégueulasse. Sa voix tremblait de colère. Comment il a pu me donner le même prénom qu'à sa maîtresse? Je ne sais pas. Elle s'est levée à nouveau. Elle marchait de long en large. Et toi, tu savais? Non. Je l'ai découvert après sa mort. Tu n'as jamais eu de doute? J'ai hésité. Si, j'ai eu des doutes. Mais je n'ai pas voulu voir. Mathilde s'est arrêtée net. Tu n'as pas voulu voir? J'avais peur. Peur de briser notre famille. Peur de vous faire du mal. Elle a eu un rire amer. Eh bien, tu vois, on a mal quand même. Aurélien s'est rassis lentement. Il avait l'air perdu. Est-ce qu'elle est encore vivante, cette femme? Non. Elle est morte il y a 7 ans. Un silence. Alors pourquoi tu nous en parles maintenant? A demandé Mathilde. Pourquoi tu ne gardes pas ça pour toi? Pourquoi tu viens détruire l'image qu'on avait de lui? J'ai fermé les yeux. Parce qu'il y a autre chose. Mathilde a secoué la tête. Autre chose. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire? J'ai ouvert les yeux. Je les ai regardés tous les deux. Votre père a eu un enfant avec elle. Le silence qui a suivi était assourdissant. Mathilde a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Aurélien est devenu blanc. Quoi? A murmuré Mathilde. Il a eu une fille. Elle s'appelle Léa. Elle a 38 ans. Mathilde s'est assise. Ses jambes semblaient ne plus la porter. Une fille. Aurélien se tenait la tête entre les mains. Mon Dieu, elle ne savait rien. Elle croyait que son père était mort avant sa naissance, jusqu'à ce que je lui écrive. Mathilde a relevé la tête brusquement. Tu lui as écrit? Oui. Pourquoi? Parce qu'elle avait le droit de savoir. Mathilde s'est levée, furieuse. Elle avait le droit de savoir, et nous, on n'avait pas le droit de ne pas savoir? Si, mais elle aussi. C'est n'importe quoi. Elle criait maintenant. Tu débarques, tu nous dis que notre père nous a menti toute notre vie, qu'il a eu une autre fille, et que cette fille, toi, tu l'as contactée avant même de nous en parler. Mathilde. Non, tu aurais dû nous en parler d'abord. C'est nous, sa famille, pas elle. Sa voix s'est brisée.
Elle n'est rien. Elle est votre demi-sœur. Mathilde a secoué la tête violemment. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas de cette fille. Aurélien s'est levé. Mathilde, calme-toi. Me calmer? Tu plaisantes? Notre vie entière était un mensonge. Il a posé sa main sur son épaule. Je sais, mais crier ne changera rien. Elle s'est dégagée. Alors quoi? On fait semblant que tout va bien? On accueille cet inconnu à bras ouverts? Je ne sais pas. Il s'est tourné vers moi. Maman, est-ce qu'elle veut quelque chose? De l'argent? Une part de l'héritage? Non, elle veut juste vous connaître. Mathilde a ri, un rire sans joie. Nous connaître, comme si on était une famille. Vous êtes une famille, qu'on le veuille ou non. Non, sa voix était dure. On n'est pas une famille, elle n'est pas ma sœur. Elle a attrapé son sac. Mathilde, où tu vas? Je pars, je ne peux pas rester ici. Attends, non, j'ai besoin de réfléchir. Toute seule, elle s'est dirigée vers la porte. Mathilde, s'il te plaît. Elle s'est retournée. Ses yeux étaient rouges. Comment tu as pu, maman? Comment tu as pu accepter ça? Je n'ai rien accepté. J'ai juste découvert. Tu aurais dû garder ça pour toi. Je ne pouvais pas. Si, tu pouvais. Et elle est partie. La porte a claqué derrière elle. Je suis restée figée. Aurélien me regardait, les yeux pleins de tristesse. Elle reviendra. Elle a juste besoin de temps. Et toi? Il a haussé les épaules. Moi, je ne sais pas quoi penser. Il s'est rassis. Toute ma vie, j'ai admiré papa. Je voulais être comme lui. Sérieux, respecté, intègre. Il a levé les yeux vers moi. Et maintenant, j'apprends qu'il n'était rien de tout ça. Il était tout ça. Et autre chose aussi. Autre chose. Il a secoué la tête. Un menteur, un tricheur, un homme. Il m'a regardé longuement. Est-ce que tu lui pardonnes? J'ai réfléchi. Je ne sais pas. Pas encore. Peut-être jamais. Alors pourquoi tu nous demandes de rencontrer cette fille, si toi-même tu ne lui pardonnes pas? Parce que ce n'est pas une question de pardon. C'est une question de justice. Justice pour qui? Pour elle. Pour Léa. Il a hoché la tête, lentement. Tu l'as rencontrée? Oui. Comment elle est? Elle lui ressemble. À Philippe. Elle a ses yeux, son sourire. Aurélien a fermé les yeux. Mon Dieu, elle est médecin, cardiologue. Elle est seule. Sa mère est morte. Elle n'a pas de famille. Sauf nous. Oui, sauf vous. Il est resté silencieux un long moment. Est-ce qu'elle veut vraiment nous rencontrer? Oui. Pourquoi? Parce qu'elle a passé toute sa vie à croire qu'elle n'avait personne. Et maintenant, elle découvre qu'elle a un frère et une sœur. Il a ouvert les yeux. Je comprends. Tu comprends? Oui. Si j'étais à sa place, je voudrais savoir, aussi. J'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine. Tu accepterais de la rencontrer? Il a hésité. Je ne sais pas. Il faut que j'y réfléchisse. Prends ton temps. Il s'est levé. Je vais aller parler à Mathilde. Merci. Il s'est dirigé vers la porte. Puis il s'est retourné. Maman. Oui? Est-ce qu'il l'aimait? Léa? J'ai réfléchi. Oui, à sa manière. Et nous? Est-ce qu'il nous aimait aussi? Ma gorge s'est serrée. Oui, je crois qu'il vous aimait, tous les trois. Mais pas assez pour être honnête. Non, pas assez pour ça. Il a hoché la tête, tristement. C'est bien ce que je pensais. Et il est parti. Je me suis retrouvée seule dans le salon. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Je me suis assise sur le canapé. J'ai regardé autour de moi, les photos sur les murs, les souvenirs, les années passées ensemble. Tout semblait faux maintenant. Philippe nous avait tous trompés. Moi, Mathilde, Aurélien, Léa, chacun à notre manière. Et maintenant, il fallait vivre avec la vérité, même si elle faisait mal. Mon téléphone a sonné. Un message de Léa. Vous leur avez dit? J'ai regardé le message longtemps, puis j'ai répondu. Oui. Comment ils ont réagi? Mal. Un long silence. Puis, je comprends. Merci d'avoir essayé. J'ai tapé une réponse. Ce n'est pas fini. Donnez-leur du temps. D'accord. J'ai posé le téléphone. Et j'ai pleuré. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai pleuré sans retenue. Pour Philippe, pour ses mensonges, pour tout ce qu'il avait brisé. Pour Mathilde et Aurélien, qui venèrent de perdre l'image de leur père. Pour Léa, qui n'en avait jamais eu. Pour moi, qui avait vécu dans l'illusion pendant tant d'années. Mais au milieu de ces larmes, il y avait aussi quelque chose d'autre, un soulagement. Parce que le secret était enfin sorti. La vérité était dite. Et maintenant, il fallait voir ce qui allait se passer. 2 jours plus tard, Aurélien m'a appelé. Maman. Oui, j'ai parlé avec Mathilde. Et elle a besoin de temps. Beaucoup de temps. Je comprends. Mais moi, je veux la rencontrer. Léa.
Mon cœur a bondi. Vraiment? Oui. Si elle est de ma sœur, je veux la connaître. J'ai fermé les yeux. Merci Aurélien. Ne me remercie pas. Je ne fais que ce qui me semble juste. C'est déjà beaucoup. Je peux avoir son numéro? Oui, je te l'envoie. Merci maman. Il a raccroché. J'ai envoyé le numéro de Léa à Aurélien. Puis j'ai envoyé un message à Léa. Aurélien veut vous rencontrer. Il va vous appeler. La réponse est arrivée presque immédiatement. Vraiment? Oui. Merci. Merci infiniment. J'ai souri. Pour la première fois depuis longtemps. Parce que peut-être que quelque chose de bon pouvait sortir de tout ce gâchis. Peut-être que Léa allait enfin avoir une famille. Peut-être qu'Aurélien allait découvrir une sœur. Et peut-être que, d'une certaine manière, Philippe allait enfin réunir ses enfants, même après sa mort. 3 semaines ont passé. 3 semaines pendant lesquelles j'ai vécu dans une sorte d'attente suspendue. Mathilde ne m'avait pas rappelé. Elle ne répondait pas à mes messages. Juste un SMS froid de temps en temps. Je vais bien. J'ai besoin de temps. Aurélien, lui, m'appelait régulièrement. Il me racontait ses conversations avec Léa. Ils s'étaient rencontrés 2 fois. Une première fois dans un café, puis une seconde fois pour déjeuner. Elle est différente de ce que j'imaginais, m'avait-il dit. Comment ça? Je ne sais pas. Plus douce, plus humble. Elle ne veut rien de nous, tu sais. Elle veut juste exister. Et moi, je continuais à vivre, ou plutôt à exister. Parce que vivre, je ne savais plus très bien ce que ça voulait dire. Un matin, en ouvrant ma boîte aux lettres, j'ai trouvé une enveloppe. Pas de timbre, pas d'adresse. Juste mon nom écrit à la main. Lorenza. J'ai ouvert l'enveloppe. C'était une lettre de Mathilde. Maman, je sais que je t'en veux. Je sais que je ne t'ai pas parlé depuis des semaines. Et je sais que tu attends. Mais je ne peux pas. Pas encore. Chaque fois que je pense à papa, je me sens trahi. Comme si toute mon enfance était un mensonge. Comme si l'homme que j'admirais n'avait jamais existé. Tu me dis qu'il nous aimait? Peut-être. Mais comment peut-on aimer quelqu'un et lui mentir pendant des années? Comment peut-on avoir 2 vies, 2 familles et prétendre que tout va bien? Je ne comprends pas. Et cette fille, Léa, Aurélien me dit qu'elle est gentille, qu'elle ne veut rien, qu'elle veut juste nous connaître. Mais moi, je n'arrive pas à la voir autrement que comme la preuve vivante de sa trahison. Je sais que ce n'est pas juste, je sais qu'elle n'a rien fait de mal, mais je ne peux pas m'en empêcher. Alors je te demande du temps, encore un peu de temps. Un jour, peut-être, je pourrai la rencontrer. Un jour, peut-être, je pourrai pardonner à papa. Mais pas maintenant. Je t'aime, maman. Même si je suis en colère. Mathilde. J'ai replié la lettre lentement. Mes mains tremblaient. Mathilde avait raison. Elle avait besoin de temps, et je devais le respecter. Mais une partie de moi, une petite partie, était triste pour Léa. Parce que Léa attendait. Elle espérait. Et maintenant, elle allait devoir attendre encore. J'ai envoyé un message à Léa. Mathilde a besoin de temps. Elle n'est pas prête. La réponse est arrivée quelques minutes plus tard. Je comprends. Je ne lui en veux pas. Et puis, après un long silence, « Mais au moins, j'ai Aurélien. C'est déjà beaucoup. » J'ai souri tristement. Oui, c'était déjà beaucoup. Les mois ont passé. L'automne a laissé place à l'hiver. La vie a continué. Lentement, douloureusement. Mais elle a continué. Aurélien et Léa se voyaient régulièrement. Ils avaient développé une vraie relation. Pas encore celle de frère et sœur, c'était trop tôt, mais quelque chose qui y ressemblait. Un jour, Aurélien m'a appelé. « Oh, maman, je voulais te dire, Léa m'a invité à dîner chez elle. »« C'est bien ?»« Oui. » Et elle m'a montré des photos de sa mère, de Mathilde Vasseur. Un silence. Elle lui ressemble beaucoup, tu sais, à sa mère. Elle a sa douceur, son sourire. J'ai fermé les yeux. « Et toi, Aurélien, comment tu te sens ?»« Moi ?» Il a hésité. « Je me sens partagé. Une partie de moi est en colère contre papa, pour ce qu'il a fait, pour ses mensonges. Et l'autre partie est contente d'avoir une sœur. Sa voix s'est brisée légèrement. C'est étrange, non? D'être en colère et reconnaissant en même temps? Non, c'est humain. Il a ri doucement. Oui, peut-être. Merci, Aurélien, pour ce que tu fais, pour Léa. Je ne le fais pas pour toi, maman, ni pour papa. Je le fais pour elle, parce qu'elle ne mérite pas de payer pour ses erreurs. Je sais, et je le fais pour moi aussi, parce que ça me fait du bien, d'avoir quelqu'un avec qui partager tout ça. J'ai souri. Prends soin de toi. Toi aussi, maman. Il a raccroché. Et moi, je suis restée là, le téléphone à la main, à penser que peut-être que quelque chose de beau était en train de naître. Un jour de février, on a sonné à ma porte.
J'ai ouvert. C'était Mathilde. Elle était là, sur le perron, les mains enfoncées dans les poches de son manteau, l'air incertain. « Bonjour, maman. » Mon cœur a bondi. « Mathilde, entre, s'il te plaît. » Elle est entrée. Elle a enlevé son manteau. Nous nous sommes installés dans le salon. Un long silence. « Je suis désolée, » a-t-elle dit finalement. « De quoi ? De t'avoir ignoré pendant des mois, de ne pas avoir répondu, de t'avoir laissé seule avec tout ça. Tu n'as pas à t'excuser. Tu avais besoin de temps. Oui, mais je ne voulais pas te blesser. Tu ne m'as pas blessée. Tu as réagi comme tu devais réagir. » Elle a baissé les yeux. « Aurélien m'a dit qu'il la voit souvent. » Léa. « Oui, et qu'elle est... bien. » « Oui. » Elle a relevé les yeux vers moi. « Est-ce que tu crois que je devrais la rencontrer ?» J'ai réfléchi. Je ne peux pas répondre à ta place. C'est à toi de décider. Mais toi, qu'est-ce que tu ferais? Moi, je l'ai déjà rencontrée. Et je ne le regrette pas. Pourquoi? Parce qu'elle m'a permis de comprendre, de voir les choses autrement. Comprendre quoi? Que ton père n'était ni un saint ni un monstre. Qu'il était juste, humain, avec ses faiblesses, ses erreurs. Mathilde a hoché la tête lentement. Aurélien m'a dit la même chose. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Elle a soupiré. Je pense que je suis encore en colère, mais moins qu'avant. C'est déjà bien? Oui? Un silence. Maman, est-ce que tu lui as pardonné? À papa? J'ai réfléchi longuement. Je ne sais pas. Pardonner, c'est un grand mot. Alors quoi? J'ai accepté. Accepté quoi? Que notre mariage n'était pas ce que je croyais. Que Philippe n'était pas l'homme que je croyais. Mais qu'il m'a aimé quand même, à sa manière. Tu crois vraiment qu'il t'aimait? Oui. Même en te mentant? Oui. Parce qu'il a essayé de protéger ce qu'on avait, même si c'était mal, même si c'était lâche. Mathilde a secoué la tête. Je ne sais pas si je pourrais faire ça. Accepter. Tu n'es pas obligée. Non, mais je voudrais. Elle a levé les yeux vers moi, parce que je suis fatiguée d'être en colère. J'ai tendu la main. Je l'ai posée sur la sienne. Alors rencontre-la, parle-lui. Peut-être que ça t'aidera. Tu crois? Je crois que tu ne le sauras jamais si tu n'essaies pas. Elle a hoché la tête. Ah, d'accord. Je vais réfléchir. Elle est restée déjeuner. Nous avons parlé. De tout. De rien. De Philippe. Des enfants. De la vie. Et quand elle est partie, en fin d'après-midi, elle m'a serrée dans ses bras. Merci, maman. De quoi? D'avoir été honnête, d'avoir eu le courage de nous dire la vérité. Je ne pouvais pas faire autrement. Si, tu pouvais. Mais tu ne l'as pas fait, et je t'en suis reconnaissante. Elle m'a embrassée, et elle est partie. 2 semaines plus tard, Aurélien m'a appelé. Maman. Oui? Mathilde m'a contactée. Elle veut rencontrer Léa. Mon cœur s'est arrêté. Vraiment? Oui. Elle m'a demandé d'organiser quelque chose. Tous les 3. C'est merveilleux. Oui. Un silence. Est-ce que tu veux venir? J'ai hésité. Non. Pourquoi? Parce que c'est votre moment, pas le mien. Vous devez vous rencontrer, vous connaître. Sans moi. Tu es sûr? Oui? D'accord. Je te raconterai. Merci. Il a raccroché. Et moi, j'ai pleuré. Mais cette fois, ce n'était pas de tristesse. C'était de soulagement. Parce que mes enfants allaient enfin se rencontrer. Les 3 enfants de Philippe. Réunis, enfin. Le jour de la rencontre, je suis restée à la maison. J'ai essayé de m'occuper, de lire, de jardiner. Mais je n'arrivais à rien. Mon esprit était ailleurs, avec eux. Le téléphone a sonné en fin d'après-midi. C'était Aurélien. Maman. Alors? C'était bien. Bien? Oui. Mathilde était nerveuse. Léa aussi. Mais elles ont parlé. Pendant des heures. Et je crois que ça va aller. J'ai fermé les yeux. Merci, mon Dieu. Mathilde a pleuré. Léa aussi. Mais à la fin, elles se sont serrées dans les bras. Ma gorge s'est serrée. C'est merveilleux. Oui. Un silence. Maman, Léa t'a demandé quelque chose. Quoi? Elle voudrait venir te voir, pour te remercier. Me remercier de quoi? D'avoir eu le courage de dire la vérité, de lui avoir donné une famille. J'ai souri à travers mes larmes. Dis-lui qu'elle est la bienvenue, quand elle veut. Je le lui dirai. Aurélien? Oui, je suis fière de toi, de vous deux, de Mathilde et toi. Merci, maman. Il a raccroché. Et je suis restée là, assise dans le salon, à regarder les photos sur les murs. Philippe était sur chacune d'elles, souriant, heureux, entouré de nous. Mais maintenant, je voyais autre chose. Je voyais un homme déchiré, un homme qui avait essayé de tout avoir, et qui, finalement, n'avait rien vraiment eu, parce qu'il était mort avant de pouvoir réunir ses enfants, avant de pouvoir leur dire la vérité, avant de pouvoir demander pardon. Et maintenant,
C'était nous qui devions porter ce fardeau. Nous qui devions réparer. Nous qui devions construire quelque chose de nouveau à partir des ruines de ces mensonges. Quelques jours plus tard, Léa est venue. Elle a sonné à la porte un samedi après-midi. J'ai ouvert. Elle était là, souriante, avec un bouquet de fleurs à la main. « Bonjour Lorenza. »« Bonjour Léa. Entre. » Elle est entrée. Elle m'a tendu les fleurs. « Merci. Pour tout. Tu n'as pas à me remercier. Si. Vous auriez pu garder le secret. Mais vous ne l'avez pas fait. » Nous nous sommes installés dans le salon. Comment ça s'est passé avec Mathilde et Aurélien? Elle a souri. Bien, mieux que je ne l'espérais. Mathilde a été dure. Au début, oui, elle avait beaucoup de colère. Mais à la fin, elle m'a dit quelque chose. Quoi? Elle m'a dit « Ce n'est pas ta faute, et tu mérites d'avoir une famille. » Les larmes me sont montées aux yeux. C'est beau? Oui. Un silence. Lorenza, est-ce que je peux vous poser une question? Bien sûr. Est-ce que vous regrettez de m'avoir écrit? J'ai réfléchi. Non. Vraiment? Vraiment. Parce que tu avais le droit de savoir. Et parce que je crois que c'était ce que Philippe aurait voulu. Au fond. Vous croyez? Oui. Il était lâche. Mais je crois qu'il aurait aimé vous voir réunis. Tous les trois. Elle a hoché la tête. Aurélien m'a dit que vous étiez forte. Forte? Non. Fatiguée plutôt. Fatiguée mais debout. C'est ça, être forte. J'ai souri. Peut-être. Elle a regardé autour d'elle. C'est une belle maison. Oui. Pleine de souvenirs. Vous allez rester ici? Je ne sais pas. Peut-être. Pour l'instant, je n'ai pas la force de partir. Je comprends. Un silence. Léa. Est-ce que tu es heureuse? Maintenant? Elle a réfléchi. Je ne sais pas si je suis heureuse. Mais je suis en paix. En paix? Oui. Pendant toute ma vie, j'ai senti qu'il me manquait quelque chose. Maintenant, je sais quoi. Et je l'ai trouvé. Ta famille. Oui, ma famille. Elle a souri. Merci, Lorenza. De rien. Nous avons parlé encore longtemps. De Philippe, de Mathilde Vasseur, de la vie. Et quand elle est partie, en fin de journée, elle m'a embrassée. Prenez soin de vous, toi aussi. Et elle est partie. Je suis restée sur le perron, à la regarder s'éloigner. Et j'ai pensé à Philippe, à cet homme qui avait tant menti, tant caché, mais qui, d'une certaine manière, avait fini par réunir ce qu'il avait brisé, parce que la vie a une manière étrange de rétablir l'équilibre. Philippe avait vécu dans le mensonge, et maintenant, ses enfants vivaient dans la vérité. Philippe avait divisé sa famille, et maintenant, ses enfants se réunissaient. Philippe était mort seul, avec ses secrets. Et maintenant, ses secrets avaient libéré ceux qu'il avait laissés derrière lui. C'était ça, le karma. Pas une punition venue du ciel, pas une vengeance, juste l'ordre naturel des choses. Ce qu'on donne, on le reçoit. Ce qu'on cache, finit par apparaître. Ce qu'on brise, peut être réparé. Pas toujours comme on l'imaginait, mais réparé quand même. 2 ans ont passé. 2 ans depuis que j'ai ouvert ce coffre, depuis que j'ai découvert la double vie de Philippe, depuis que j'ai écrit à Léa. 2 ans. Et pourtant, il me semble que c'était hier. Aujourd'hui, c'est un dimanche de printemps. Le soleil brille doucement à travers les fenêtres du salon. Les oiseaux chantent dans le jardin. Tout est calme, paisible. Je suis assise dans mon fauteuil, une tasse de thé à la main, à regarder par la fenêtre. Et je pense à tout ce chemin parcouru. La maison est moins silencieuse maintenant. Pas tous les jours, mais régulièrement. Mathilde vient me voir tous les mois, parfois seule, parfois avec son compagnon. Il parle de s'installer à Paris, d'être plus proche. Aurélien vient aussi, avec sa femme. Ils attendent un enfant, un petit garçon. Ils l'appelleront Simon, pas Philippe. Ils m'ont demandé mon avis, discrètement. « Maman, tu crois qu'on devrait l'appeler comme papa ?» J'ai réfléchi longuement. « Appelez-le comme vous voulez, mais pas par obligation, pas par culpabilité. » Aurélien a hoché la tête. « Merci. » Et puis, il y a Léa. Léa vient aussi. Moins souvent que les autres. Elle habite loin. Elle travaille beaucoup. Mais quand elle vient, c'est comme si elle avait toujours fait partie de la famille. Mathilde et elle se voient régulièrement. Elles déjeunent ensemble. Elles parlent médecine. Elles travaillent toutes les deux dans le même domaine, finalement. Elles parlent aussi de leur père, de moins en moins. Mais parfois, un jour Mathilde m'a dit « Tu sais, maman, au début, je ne voulais pas la voir. Je ne voulais pas qu'elle existe. Je sais. Mais maintenant, je suis contente de l'avoir rencontrée. Pourquoi? Parce qu'elle m'a aidée à comprendre papa, à le voir autrement. Comment ça? Avant, je le voyais soit comme un saint, soit comme un monstre. Mais Léa, elle le voit comme un homme, juste un homme, avec ses erreurs, ses faiblesses. Et toi, maintenant, comment tu le vois? Mathilde a réfléchi.
Comme mon père. Imparfait. Mais mon père quand même. J'ai souri. C'est beau. Oui. Un silence. Maman, est-ce que tu crois qu'il serait fier de nous? Oui. Je crois qu'il serait fier de ce que vous êtes devenus. Même s'il n'y est pour rien, il y est pour quelque chose. Quoi? Il vous a donné la vie. À tous les trois. Et maintenant, vous en faites quelque chose de beau. Elle a souri. Merci, maman. Et elle m'a serré dans ses bras. Aurélien, lui, a développé une relation très forte avec Léa. Ils se parlent souvent. Ils se voient, ils rient ensemble. Un jour, il m'a dit « Tu sais, maman, c'est étrange. J'ai passé toute ma vie à penser que j'avais une seule sœur. Et maintenant, j'en ai deux. Et ça te fait quoi? Ça me rend heureux. » Heureux? Oui, parce que Léa est extraordinaire. Elle est douce, intelligente, drôle, et elle me comprend. Parce qu'elle aussi, elle a souffert à cause de papa. Vous en parlez? De votre père? Parfois. Mais pas pour le juger, pour le comprendre. Et vous comprenez? Un peu. Je crois que papa était perdu. Il voulait tout avoir. La famille parfaite, l'amour passionné, la respectabilité. Et il a fini par tout perdre. Pas tout. Il vous a eu. Oui. Mais il ne nous a jamais vraiment eu. Pas complètement. Parce qu'une partie de lui était toujours ailleurs. J'ai hoché la tête. C'est juste. Mais tu sais ce qui est fou? Quoi? C'est que maintenant, on se retrouve tous. Mathilde, Léa et moi. Grâce à lui. Malgré lui. Il a souri. C'est ironique, non? Oui, c'est ironique. Et c'était vrai. Philippe avait passé toute sa vie à séparer ces deux vies. Et maintenant, ces deux vies se rejoignaient. Moi, je n'ai pas changé de maison. Je suis restée ici, dans cette maison pleine de souvenirs. Au début, je pensais que je ne pourrais pas, que chaque pièce me rappellerait Philippe, ses mensonges, sa double vie. Mais avec le temps, j'ai réalisé quelque chose. Cette maison n'était pas seulement la sienne, c'était aussi la mienne. C'était la maison où j'avais élevé mes enfants, où j'avais ri, pleuré, vécu. C'était ma maison, et je ne voulais pas la quitter juste parce que Philippe y avait menti. Alors je suis restée, et j'ai fait le tri. J'ai vidé son bureau, j'ai donné ses vêtements, j'ai gardé quelques photos. Celles où il souriait vraiment, celles où il avait l'air heureux. J'ai aussi gardé le carnet noir, pas pour le relire, non, mais pour me souvenir que les gens sont complexes, que personne n'est tout bon ou tout mauvais, que l'amour peut coexister avec le mensonge, et que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours préférable au silence. Un jour, Léa m'a demandé « Lorenza, est-ce que vous avez pardonné à mon père ?» Nous étions dans le jardin. Le printemps éclatait autour de nous. Les roses commençaient à fleurir. J'ai réfléchi longuement. Je ne sais pas si j'ai pardonné. Pardonner, c'est un mot tellement grand. Alors quoi? J'ai lâché prise. Lâché prise? Oui, j'ai lâché la colère, l'amertume, le ressentiment. Comment vous avez fait? En comprenant que le porté ne servait à rien, que ça ne changerait rien au passé, et que ça m'empêchait de vivre le présent. Elle a hoché la tête. C'est sage. Non, c'est juste nécessaire pour survivre. Un silence. Et vous, Léa? Vous lui en voulez? Elle a regardé les roses. Oui et non. Expliquez-moi. Oui, parce qu'il m'a abandonnée, parce qu'il a choisi la facilité plutôt que le courage. Et non? Non, parce que, sans lui, je n'existerais pas. Sans lui, je n'aurais pas Mathilde et Aurélien. Sans lui, je n'aurais pas cette famille que j'ai toujours voulu. Elle s'est tournée vers moi. Alors, je ne sais pas. Peut-être que je lui en veux, peut-être que je lui suis reconnaissante. Les deux en même temps. J'ai souri. C'est exactement ça. Les deux en même temps. Elle a souri aussi. Vous savez, Lorenza, vous êtes la personne la plus forte que je connaisse. Forte? Non. Juste. Fatiguée. Fatiguée mais debout. Oui. Fatiguée mais debout. Nous sommes restés là, en silence, à regarder le jardin. Et j'ai pensé que c'était ça, finalement, la vie. Être fatigué mais debout. Être blessé mais avancé. Être trahi mais pardonné. Ou du moins, lâcher prise. Il y a quelques semaines, j'ai reçu une invitation. De Léa. Elle se mariait. J'étais surprise, étonnée. Léa ne m'avait jamais parlé de quelqu'un. Je l'ai appelée. Léa, c'est Lorenza. Bonjour, je viens de recevoir ton invitation. Oui, tu te maries? Elle a ri. Oui, je sais. C'est un peu soudain. Un peu? Je sais. Mais c'est le bon. Je le sais. Comment il s'appelle? Thomas. Il est chirurgien. On s'est rencontrés à l'hôpital. Et tu es heureuse? Oui, vraiment? J'ai souri. Alors je suis heureuse pour toi. Merci. Et Lorenza? Oui, j'aimerais que vous veniez. Tous.
Vous, Mathilde, Aurélien, mon cœur s'est serré. Tu es sûre? Oui, parce que vous êtes ma famille. Les larmes me sont montées aux yeux. Nous serons là. Merci. Elle a raccroché. Et moi, je suis restée là, le téléphone à la main, à pleurer doucement. Parce que Léa avait une famille. Enfin, le mariage a eu lieu il y a 2 jours. C'était une petite cérémonie, intime, dans une chapelle près de Paris. Léa portait une robe simple, blanche, élégante. Elle rayonnait. Thomas était à ses côtés, grand, brun, le regard doux. Il la regardait comme si elle était la seule personne au monde. Mathilde et Aurélien étaient là, avec leurs compagnons. Nous étions tous assis au premier rang, la famille de Léa. Pendant la cérémonie, Léa a prononcé quelques mots. Pendant toute ma vie, j'ai cru que je n'avais pas de famille, que j'étais seule. Sa voix tremblait. Et puis, un jour, j'ai découvert que j'avais un père qui m'avait abandonnée, mais qui m'avait aussi donné quelque chose. Elle a regardé vers nous. Il m'a donné un frère, une sœur, une mère, pas ma mère biologique, mais quelqu'un qui m'a tendu la main quand elle aurait pu me tourner le dos. Elle souriait à travers ses larmes. Alors aujourd'hui, je ne me marie pas seule. Je me marie entourée de ma famille, et je suis reconnaissante. Elle a essuyé ses larmes. Merci. À tous. Je pleurais. Mathilde pleurait. Aurélien essuyait discrètement ses yeux. Parce que c'était vrai. Philippe nous avait tous blessés, mais il nous avait aussi réunis. Après la cérémonie, nous avons tous déjeuné ensemble. Il y avait des rires, des discussions, des souvenirs partagés. À un moment, Léa s'est levée. Elle est venue vers moi. « Lorenza, je peux vous parler 1 minute ?» Bien sûr. Nous sommes sortis dans le jardin. Le soleil brillait. Les oiseaux chantaient. « Je voulais vous dire quelque chose. »« Oui ? Merci. »« De quoi ? » ?»« De m'avoir donné une famille. »« Je ne t'ai rien donné, Léa. Tu l'avais déjà. Tu ne le savais juste pas. » Elle a secoué la tête. « Non. Sans vous, je n'aurais jamais su. J'aurais continué à vivre dans le mensonge. Peut-être, mais tu aurais vécu quand même. Oui, mais pas comme ça, pas complète. » Elle m'a pris la main. « Vous m'avez donné la vérité, et la vérité m'a rendu libre. » J'ai souri. « Alors je suis contente. » Elle m'a serré dans ses bras. « Je vous aime, Lorenza. » Mon cœur s'est serré. Moi aussi, je t'aime. Et c'était vrai. Parce que Léa était devenue une part de moi, une fille que je n'avais pas portée, mais une fille quand même. Nous sommes rentrés. Le déjeuner a continué. Les rires ont repris. Et moi, je regardais autour de moi. Mathilde, qui riait avec Léa. Aurélien, qui parlait avec Thomas. Tous ces gens, tous liés par Philippe, tous blessés par lui, mais tous réunis. Et j'ai pensé que c'était ça, finalement, le sens de tout cela. Philippe avait vécu dans le mensonge. Et le mensonge avait fini par le détruire. Mais de ce mensonge était née la vérité. Et de cette vérité était née une famille. Pas une famille parfaite, pas une famille sans cicatrices, mais une famille quand même. Une famille réelle, honnête, imparfaite, comme toutes les familles. Ce soir-là, en rentrant à la maison, je me suis arrêtée devant la photo de Philippe sur la commode. Je l'ai regardé longuement. Tu vois, Philippe, ils sont ensemble. Tes 3 enfants. Ils s'aiment. Ils se soutiennent. J'ai souri tristement. C'est ce que tu aurais voulu, non? Au fond, j'ai touché la photo du bout des doigts. Tu as fait tellement d'erreurs. Tu nous as fait tellement de mal. Un silence. Mais tu nous as aussi donné quelque chose, même si ce n'était pas intentionnel. J'ai reposé la photo. Alors, repose en paix. Nous, on continue. Et j'ai éteint la lumière. Aujourd'hui, je suis assise dans mon fauteuil. Le thé refroidit doucement dans ma tasse. Le soleil décline à l'horizon. Et je pense à tout ce chemin parcouru. Il y a 2 ans, j'étais une femme brisée, trahie, perdue. Aujourd'hui, je suis toujours fatiguée, toujours marquée par ce qui s'est passé. Mais je suis en paix, parce que j'ai compris quelque chose. La vie n'est pas faite de grandes réparations spectaculaires. La vie est faite de petits gestes, de petites réconciliations, de petites vérités. Philippe n'a jamais eu le courage de réunir ces 2 vies. Mais nous l'avons fait, pas pour lui, pour nous, parce que nous méritions la vérité, parce que nous méritions d'être libres, parce que nous méritions d'être une famille. Et aujourd'hui, nous le sommes. Je ferme les yeux, je respire profondément, et je pense à toutes ces femmes qui m'écoutent, toutes ces femmes qui ont été trahies, qui ont été blessées, qui ont été abandonnées. Je veux leur dire quelque chose. La douleur ne dure pas éternellement. La colère s'estompe avec le temps. Et la vérité, aussi douloureuse soit-elle, finit toujours par nous libérer. Alors si vous vivez dans le mensonge,
cherchez la vérité. Si vous vivez dans la colère, cherchez la paix. Si vous vivez dans la solitude, cherchez la connexion. Parce que nous ne sommes jamais seuls. Même quand nous pensons l'être, il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui comprend, qui écoute, qui attend. Moi, j'ai trouvé Léa, et Léa m'a trouvé. Et ensemble, nous avons trouvé la lumière. Je rouvre les yeux. Le soleil se couche, les ombres s'allongent, mais je n'ai plus peur du noir, parce que je sais que demain, le soleil se lèvera à nouveau, et la vie continuera. Imparfaite, compliquée, belle, comme elle l'a toujours été. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.